Le 26 décembre 1980, à 03 du matin, l'espace aérien le plus sécurisé d'Europe de l'Ouest a été violé. Les bases jumelles de la Royal Air Force, Bentwaters et Woodbridge, situées dans le Suffolk en Angleterre, abritaient la 81e escadre de chasse tactique de l'US Air Force et constituaient le plus grand dépôt clandestin d'armes nucléaires de l'OTAN en Europe. Ce qui a pénétré le périmètre de sécurité cette nuit-là n'était pas un aéronef soviétique. Les registres militaires officiels déclassifiés du ministère de la Défense britannique, MOD, confirment un contact physique direct entre des membres des forces de sécurité américaines et un aéronef d'origine inconnue posé au sol. Et il ne s'agit pas d'un mythe d'observation lointaine. Il s'agit d'une faille de sécurité documentée impliquant des radiations, des interceptions radars, des enregistrements audio en direct, la mise sous silence de dizaines de militaires actifs et l'altération de dossiers médicaux fédéraux couverts par la loi sur le secret d'État. Voici l'anatomie exacte des 72 heures qui ont paralysé le commandement militaire anglo-américain. La première alerte est déclenchée le 26 décembre à 3 heures du matin, heure locale. L'aviateur de première classe John Burroughs et le sergent Jim Penniston effectuent une patrouille de routine à bord d'une Jeep M151 le long du périmètre extérieur de la base de Woodbridge, près de la porte Est, East Gate. La température ambiante est de -2 degrés Celsius. Les deux hommes repèrent des feux clignotants rouges et bleus descendant sous la canopée de la forêt domaniale de Rendlesham, située à l'extérieur des limites de la clôture barbelée. La procédure initiale suppose le crash d'un avion civil ou militaire léger. Penniston informe la tour de contrôle centrale, demande l'autorisation de quitter le périmètre de la base et pénètre dans la zone boisée à pied, accompagné de Burroughs et de l'aviateur Ed Cabansag. Ce qu'il trouve à 300 mètres de la clôture n'est pas une carcasse enflammée. Les rapports d'intervention de Penniston décrivent un objet métallique de forme triangulaire, d'environ 2,7 mètres de haut sur 2,7 mètres de large, reposant sur 3 trains d'atterrissage télescopiques. L'objet n'émet aucun son de moteur, aucune traînée de chaleur et aucune pale de rotor n'est visible. La surface est décrite comme du verre noir opaque, d'une texture parfaitement lisse, sans rivet, sans joint et sans tuyère d'échappement. Les lumières bleues pulsent par le bas, tandis qu'une lumière rouge clignote au sommet. Penniston s'approche et établit un contact physique direct. Il pose sa main nue sur la coque froide de l'appareil pendant un délai estimé à 45 minutes d'observation continue. Il sort son carnet de patrouille réglementaire et dessine une série de symboles gravés en relief sur le flanc de l'appareil, dont le plus grand mesure 1 mètre de long, ressemblant à des hiéroglyphes techniques angulaires. À 3h45, l'objet décolle à la verticale, sans générer de déplacement d'air significatif, traverse les pins, en coupant plusieurs branches supérieures, et disparaît de la portée visuelle en moins de 3 secondes. Le matin du 26 décembre à 8 heures, la chaîne de commandement militaire passe en phase de collecte de preuves. Le commandant de la base, le général de brigade Gordon Williams, est informé de l'incident. Une équipe d'enquête diurne est dépêchée sur les coordonnées exactes de l'atterrissage. Les techniciens de la police militaire découvrent 3 empreintes géométriques parfaitement symétriques enfoncées dans le sol durci par le gel. Chaque dépression mesure 3,8 cm de profondeur et 17 cm de diamètre, formant un triangle équilatéral avec une distance précise de 2,1 m entre chaque point d'appui. La constabulaire locale du Suffolk est appelée sur les lieux. Les officiers de police britanniques Jerry King et John Lampert arrivent, constatent les marques, mais rédigent un rapport concluant que les empreintes pourraient avoir été laissées par des animaux, refusant d'ouvrir une enquête civile pour ne pas interférer avec la juridiction militaire. L'US Air Force procède alors au moulage en plâtre des 3 empreintes. Dans le même temps, les équipes de contrôle de l'environnement de la base apportent des compteurs Geiger de modèle standard militaire AN PDR-27. Les relevés de rayonnement bêta et gamma indiquent un pic direct de 0,1 millirontgen au centre du triangle, un niveau qualifié par les protocoles de sécurité de significatif et anormal pour une zone forestière britannique classique. Des traces de brûlures physiques sont constatées sur l'écorce de 3 pins adjacents au site d'atterrissage, toutes faisant face au centre de la clairière.
Des prélèvements de sol, d'écorce et de feuillage sont mis sous scellés dans des conteneurs de preuve et transférés au laboratoire de la base pour analyse toxicologique et radiologique. Le niveau de crise atteint son apogée la nuit du 27 au 28 décembre. À 23h30, des membres de la sécurité en faction signalent le retour de lumière non identifiée dans la même zone forestière. Cette fois, le lieutenant-colonel Charles Halt, commandant adjoint de la base, interrompt un dîner officiel dans le mess des officiers et prend personnellement le commandement tactique de la patrouille d'interception. Équipé d'un micro-magnétophone de marque Dictaphone, d'un projecteur stroboscopique, de compteurs Geiger et accompagné d'une unité de sécurité d'élite armée de fusils d'assaut M16, Halt s'enfonce dans la forêt de Rendlesham à minuit 15. L'enregistrement audio original de 18 minutes de Halt, document incontestable de l'événement, capte en direct les communications radio, l'activation des compteurs Geiger enregistrant des pics de radiation successifs et la réaction factuelle des soldats. Halt décrit vocalement un objet rougeoyant, pulsatant, avec un centre sombre, se déplaçant de manière erratique à travers les arbres. À 1h48, l'événement franchit le seuil de l'incident critique de sécurité nucléaire. L'objet s'élève au-dessus de la canopée et se divise en multiples sources lumineuses indépendantes. L'une de ces sources se positionne directement au-dessus du périmètre du WSA, la zone des bunkers hautement sécurisés où l'US Air Force stocke des ogives nucléaires tactiques. Sur l'enregistrement, la voix de Halt devient tendue lorsqu'il déclare formellement « Il envoie un faisceau de lumière vers le sol, juste au-dessus de la zone des armes. » L'illumination de la zone de stockage d'armes de destruction massive par un aéronef inconnu déclenche immédiatement l'alerte maximale. Les opérateurs radars de la base de la RAF Watton, située à environ 80 km de là, enregistrent au même moment une cible non identifiée évoluant à des vitesses incalculables avant de disparaître de l'écran, confirmant la corrélation entre les données visuelles au sol et les données électroniques aérospatiales. Pour comprendre l'omerta institutionnelle qui a immédiatement suivi l'aube du 28 décembre, il faut analyser l'échiquier géopolitique de l'hiver 1980. La guerre froide est dans une phase de haute volatilité. L'armée soviétique consolide son occupation en Afghanistan et la crise du syndicat Solidarnosc en Pologne fait craindre une invasion imminente du pacte de Varsovie. La base de RAF Bentwaters Woodbridge n'est pas une simple piste d'atterrissage. Elle héberge l'opération Point Blank. Les escadrons d'avions d'attaque au sol A-10 Thunderbolt II, stationnés ici, sont configurés pour délivrer des bombes nucléaires tactiques à chute libre de type B-61 en cas de conflit blindé en Europe centrale. La présence de cet arsenal nucléaire américain sur le sol britannique fait l'objet d'un arrangement de secret strict entre Washington et le cabinet de la première ministre Margaret Thatcher. Officiellement, le gouvernement britannique ne confirme ni n'infirme la présence de ces armes. Si le rapport admet que l'objet n'est pas soviétique, le commandement militaire doit avouer qu'il est incapable de protéger ses installations nucléaires contre une force inconnue. L'US Air Force et le ministère de la Défense britannique choisissent la seule option stratégique viable, la classification immédiate, la compartimentation des informations et la négation officielle de l'impact de l'incident sur la sécurité nationale. La trace administrative officielle de l'incident est formalisée le 13 janvier 1981. Le lieutenant-colonel Charles Halt rédige un rapport officiel d'une page, adressé à l'escadron de la Royal Air Force sous la nomenclature Unexplained Lights, lumières inexpliquées. Le mémorandum détaille chronologiquement les 3 nuits, l'atterrissage, les mesures géométriques, les relevés de radiation au compteur Geiger et l'illumination du bunker d'armes. Ce document est transféré au ministère de la Défense à Londres, atterrissant sur le bureau du DI-55, Defense Intelligence Section 55, la branche du renseignement militaire britannique chargée de l'analyse technologique des menaces aériennes. L'action du MOD est chirurgicale. Le département de la Défense conclut formellement, sur papier, que l'incident ne présente aucun intérêt pour la défense nationale, un terme juridique précis utilisé pour clore les enquêtes tout en archivant les données. Sur le terrain, la censure est appliquée avec une rigueur paramilitaire. L'agent de sécurité John Burroughs, le sergent Peniston et d'autres témoins oculaires directs sont convoqués dans des salles d'interrogatoire sans fenêtre par des agents de l'OSI, Office of Special Investigations de l'Air Force.
Ils subissent des interrogatoires prolongés sous la pression du Code de justice militaire. Ils reçoivent l'ordre strict de signer des accords de non-divulgation, NDA, sous peine de cour martiale pour violation de la sécurité nationale. Leurs journaux de bord opérationnels de la nuit du 25 au 26 décembre disparaissent des registres centraux de la base. Les bancs radars de la base de Watton sont saisis et purgés des archives, et les moulages en plâtre réalisés par l'équipe de sécurité sont confisqués par des officiers supérieurs non identifiés arrivés spécialement des États-Unis à bord d'un avion de transport C-130 quelques heures après l'incident. La dimension physique de l'incident de Rendlesham dépasse les cratères dans le sol et les écorces brûlées. Elle a laissé des séquelles biomédicales directes sur le personnel militaire exposé. Des années après son contact rapproché avec l'objet, John Burroughs développe de graves insuffisances cardiaques, spécifiquement une défaillance de la valve mitrale, une pathologie que ses médecins associent à une exposition massive à des rayonnements électromagnétiques ou radioactifs non ionisants intenses. Lorsque Burroughs dépose une demande de couverture médicale auprès du ministère des Anciens Combattants des États-Unis, Veterans Affairs, VA, sa demande est rejetée. Le motif du rejet est bureaucratiquement terrifiant. Les dossiers médicaux complets de Burroughs pour la période de son service à RAF Bentwaters en décembre 1980 sont déclarés inexistants ou classifiés sous le secret d'État. Ses antécédents médicaux ont été retirés de la base de données standard de l'armée. Burroughs engage une procédure légale fédérale et fait appel à l'équipe juridique du bureau du sénateur John McCain pour forcer le Pentagone à déclassifier ses dossiers de santé. En 2014, après des années de bataille judiciaire, le ministère des Anciens Combattants capitule discrètement. Ils accordent à John Burroughs une pension d'invalidité totale, reconnaissant officiellement dans des documents légaux que ses blessures cardiaques ont été contractées en service actif lors de l'incident de Rendlesham, en raison d'une exposition à des niveaux élevés de radiation. Cette décision juridique fédérale crée une jurisprudence sans précédent. Le gouvernement des États-Unis reconnaît légalement l'existence physique du phénomène de Rendlesham à travers la validation des blessures biologiques subies par ses propres soldats sur le site d'atterrissage. L'incident de la forêt de Rendlesham n'est pas un cas construit sur des témoignages vagues de civils isolés. Il repose sur les registres d'une base nucléaire tactique, les signatures radars militaires, les relevés de compteurs Geiger certifiés par l'US Air Force, les enregistrements audio en temps réel d'un lieutenant-colonel, les mémorandums déclassifiés du ministère de la Défense britannique et, de manière concluante, les dossiers médicaux fédéraux d'un aviateur américain blessé par les rayonnements de l'objet. Pendant 3 nuits consécutives de décembre 1980, l'une des zones les plus militarisées du monde a été pénétrée avec une facilité technique absolue par un aéronef aux capacités cinématiques impossibles. Les gouvernements britanniques et américains n'ont jamais fourni d'explication opérationnelle à la présence de ces aéronefs survolant leur stock d'armes nucléaires. Les données factuelles sont exposées, les preuves documentaires sont archivées au niveau de l'État. C'est la réalité de ce qui s'est passé en 1980. Si vous souhaitez que nous continuions à ouvrir les dossiers classifiés et à examiner froidement les opérations de dissimulation militaire, inscrivez-vous à nos rapports en vous abonnant. Laissez en commentaire l'incident de sécurité nationale que vous souhaitez voir enquêter ensuite. Le travail de documentation continue.